Je vous présente le Defender 25 de eFlight. C'est un drone qui ressemble beaucoup au DJI Avata, mais qui en fait est quand même bien différent. Puisque là, on est sur un drone FPV, là on est sur un drone stabilisé. Le Defender 25, on n'a pas de GPS, donc on n'a pas de positionnement satellite, on n'a pas de vol automatisé, on n'a pas de retour à la maison. On n'a pas non plus de capteur optique sous le drone pour gérer la hauteur. Donc à part la caméra qui est similaire, puisque sur le Defender 25, on est sur un système donc Air Unit O3, donc on a la même caméra que sur le DJI Avata. L'Avata, c'est un 3 pouces, le Defender 25, c'est un 2,5 pouces. Alors on a une batterie qui est un peu améliorée sur le Defender 25, qui rappelle un petit peu ce que pourrait faire DJI, mais en fait à l'intérieur c'est une LiPo standard. On a une connectique XT30 et pour la recharger, il faut un chargeur standard. Donc on va dire que c'est deux Cinewhoop, mais les usages sont différents. Mais le gros avantage de ce Defender 25, c'est son poids, puisqu'il est en dessous de la barre des 250 grammes, donc au niveau réglementation, c'est moins contraignant. Avec la batterie faible capacité, donc 550 mAh, je suis à 238 grammes. Donc ça fait un drone avec une qualité vidéo très acceptable, avec ce Air Unit O3, tout en ayant un drone très léger, compact, qu'on peut transporter un petit peu partout avec soi. Donc ça, c'est un concept que j'aime bien et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce Defender 25. Autre avantage qui m'a séduit avec ce drone, c'est comme il fonctionne donc avec le Air Unit O3, je peux l'utiliser avec la radiocommande DJI, qui est beaucoup plus compacte que ma Taranis, et je peux également l'utiliser avec les Goggles 2. Donc ça fait un poids, un encombrement très réduit pour un drone FPV qui me permet de bien m'amuser tout en ayant une qualité d'image vraiment très satisfaisante. Il est disponible en différents protocoles au niveau de la transmission, Crossfire, ELRS et DJI bien sûr. Donc moi j'ai choisi la DJI V2 pour gagner en poids en encombrement comparé à ma Taranis qui elle est donc en Crossfire. Mais voilà, vous pouvez aussi l'utiliser avec différents protocoles de transmission en sachant qu'au niveau de la portée, étant donné qu'il n'a pas de GPS, pas de mode GPS Rescue, j'essaye de voler pas trop loin, même si j'ai pas eu de problème au niveau de la connexion, au niveau de la transmission, que ce soit au retour vidéo, au niveau de la transmission radio. Dans l'environnement dans lequel j'ai volé, j'ai pas eu de soucis. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un drone avec lequel j'irai très loin, je ne ferai pas du long range avec ce type de drone-là. D'autant plus qu'au niveau de l'autonomie, c'est quand même assez réduit. Parce que même s'il est disponible avec deux batteries différentes, donc une en 550 mAh et une en 900 mAh, donc ce sont des batteries LiPo 4S, eh bien on a entre 5 et 10 minutes d'autonomie. Moi j'ai choisi donc la petite batterie qui le fait rester sous la barre des 250 grammes. Si vous prenez la batterie haute capacité 900 mAh, là vous allez être un petit peu au-dessus des 250 grammes. Alors bien sûr ça va dépendre de comment vous volez. Si vous volez en conditions smooth, sans trop pousser le manche des gaz, on va être aux alentours de 5, 6, peut-être 7 minutes avec la batterie 550 mAh. Si vous poussez un petit peu trop le manche des gaz, et comme on est tenté de le faire, parce qu'il est quand même assez joueur, bah là on a plutôt 3-4 minutes de vol si on s'amuse un petit peu avec ce drone-là. Donc là encore, c'est une grosse différence par rapport au DJI Avata. Alors ce concept de batterie, c'est plutôt bien pensé parce que effectivement, donc elle est bien solidaire du drone. En cas de crash, à mon avis, il faut vraiment y aller donc, pour qu'elle s'éjecte. Donc on a deux pressions sur les côtés pour hop, la dégager. L'avantage, c'est comme elle est protégée, elle va résister un petit peu mieux au choc. Mais à part ça, je dirais que ça apporte pas grand-chose de plus parce qu'au niveau de la connectique, on a quand même un branchement pour le chargeur. Il faut donc un chargeur LiPo. On a un connecteur XT30 et la prise d'équilibrage, on ne peut pas la brancher directement sur la batterie. Donc on est obligé de passer donc, par la plaque de recharge qui, selon moi, n'apporte rien de plus. Et surtout, l'inconvénient, c'est que si vous n'avez qu'une seule plaque de recharge, vous pouvez charger qu'une seule batterie à la fois, ce qui, à mon sens, est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse mettre une prise d'équilibrage donc directement sur la batterie pour pouvoir en charger plusieurs à la fois. Mais là, on ne peut pas. Pour ma part, je suis parti sur des batteries 550 mAh pour rester en dessous de la barre des 250 grammes. Mais c'est vrai que l'autonomie est quand même vraiment très petite. Donc je vais quand même commander des batteries 900 mAh pour voir, pour comparer. Si le drone a le même comportement en l'air, il va être un petit peu plus lourd. Mais voilà, si ça vaut le coup et si il est aussi plaisant à piloter, eh bien je choisirai entre les 550
ou 900 mAh. C'est l'avantage justement de ce drone de proposer deux batteries différentes. Alors on peut l'utiliser avec des lipos standards. Le seul problème, ça va être pour fixer la batterie, puisqu'on n'a pas de strap prévu pour. Donc il va falloir bidouiller un petit peu pour bien fixer la batterie sur le drone. Mais on peut voler donc avec des 4S standards. Sur la fixation de la caméra du Air Unit, on peut gérer donc le tilt, l'inclinaison avec les deux vis sur le côté. Ça permet de gérer donc la vitesse et l'angle de la caméra. En revanche, ce n'est pas comme sur l'Avatar, on ne peut pas régler avec la molette de la radiocommande. Le tilt ne se bouge pas à distance, donc il faudra le régler avant de décoller, bien sûr, comme un drone FPV. On a aussi des petits caoutchoucs bumpers qui permettent d'amortir les vibrations. Et je dois dire que durant tous mes vols, sur les rushs vidéo, je n'ai pas senti de vibration. Donc là-dessus, c'est relativement efficace. Et elle est bien protégée en cas de crash. On a quand même une structure autour qui permet quand même de protéger l'ensemble. Personnellement, donc j'ai rajouté un filtre Freewell dessus. C'est un filtre UV qui me permet justement de protéger l'objectif. Ça, c'est vraiment très pratique. Je vous le conseille si vous avez un Avatar ou des caméras type Air Unit O3. Ça permet en cas de crash d'éviter d'abîmer la lentille. Il suffit juste, si ça venait à être cassé, de changer le filtre. Ça coûte une vingtaine d'euros, je crois. Donc les filtres Freewell proposent ça, un filtre UV, comme ça même quand il n'y a pas trop de lumière, ça permet de protéger quand même la caméra. Et si vous avez du soleil, à ce moment-là, vous mettez des filtres ND, bien sûr. On a également une fixation prévue pour fixer une caméra supplémentaire sur le drone. Alors, c'est des petites fixations, c'est-à-dire qu'une GoPro, par exemple, standard, une attache de GoPro ne rentre pas. C'est un peu trop large, donc c'est vraiment des petites caméras. Donc, c'est destiné à des caméras donc naked qui ont été allégées. Et même une Insta360, la fixation que j'ai ne rentre pas. Donc, il faut le savoir, si vous souhaitez fixer une caméra supplémentaire dessus, eh bien, il faudra des petites fixations ou alors se faire une impression en TPU spécifique, mais le diamètre est plus petit. Par exemple, une GoPro 11 mini ne rentre pas donc dans cette fixation-là. Après, est-ce qu'il pourrait la soulever ? Je pense qu'il pourrait la soulever, mais franchement, je pense que ce n'est pas dédié à ça. Ça va vraiment influer donc justement sur l'autonomie et sur la vivacité du drone. Donc je pense qu'effectivement, soit vous avez une caméra donc naked vraiment très légère, à améliorer, donc meilleure qualité que le Air Unit O3, donc ça peut être une GoPro Bones par exemple, ou une GoPro Naked, mais quand même la qualité vidéo du Air Unit O3 je trouve est quand même relativement satisfaisante. Donc pour ce drone là, personnellement mon utilisation c'est vraiment avec la caméra du Air Unit, parce que je trouve qu'on perd l'avantage justement de ce petit drone léger si on viendrait mettre une caméra un petit peu plus grosse dessus. En revanche, ça a aussi des inconvénients d'avoir une seule caméra sur le drone, c'est que sur les réglages pour votre vidéo que vous allez faire, ce ne sera pas forcément les mêmes que vous aimeriez avoir dans le casque. Si vous verrouillez par exemple le shutter et si vous passez dans un endroit sombre, et bien là on n'y verra plus rien. Ou alors quand vous êtes en mode auto, et bien effectivement sur les prises de vue, ça change assez radicalement, donc c'est pas super esthétique. Mais bon, mis à part ça, voilà, pour moi la qualité vidéo du Air Unit O3 me satisfait pleinement pour un drone de ce gabarit-là, encore une fois. Alors étant donné que c'est un drone qui pèse moins de 250 grammes, dès qu'il y a un petit peu de vent, ça commence à se compliquer un petit peu pour faire des lignes bien fluides. Là, il y a 25-30 km/h, voire un petit peu plus au-dessus. Je sens que parfois, il y a des petites sautes de vent qui l'ont un petit peu bousculé. Donc j'ai de la puissance moteur, j'ai de la réserve, j'arrive à avancer, il n'y a aucun souci, j'ai encore beaucoup de marge. Mais en termes de fluidité, pour des plans vidéo bien cinématiques, je pense que dès qu'il y a un petit peu de vent, ça va être compliqué pour lui. Alors on va continuer la vidéo au bureau. Je suis désolé, j'ai perdu ma voix en cours de route. Je l'ai laissé dehors, j'espère que ce ne sera pas trop contraignant pour vous. Mais il y a pas mal de choses à dire sur ce petit drone que j'apprécie beaucoup en termes de pilotage. Donc au niveau de la carte de vol, on est sur une Blitz F7. On a un châssis en plastique qui est très proche des ProTech 25 ou 35. C'est un petit peu plus fin bien sûr que sur l'Avatar. L'Avatar c'est hyper costaud au niveau résistance. Vraiment, là il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Là, je dirais que sur un gros choc, le plastique peut casser, mais la frame, on la trouve vraiment pour pas cher. Il y a pas mal de vis à dévisser, mais je pense qu'on peut la changer très facilement. Après, c'est un drone très léger, donc j'ai pas eu peur, franchement, j'ai fait des petites touchettes et quelques atterros un peu loupés. Il est vraiment intact. Je pense que sur un choc un peu plus costaud, il y a quand même une protection, là, cette protection en plastique. À mon avis, il faut quand même y aller avant de le casser. Au niveau des hélices, on a donc des hélices 3 pales. Elles sont maintenues par deux petites vis. Donc dans le kit, on a des hélices de rechange qui sont fournies. On a des moteurs de 4150 kV. Alors je crois que c'est un tout petit peu moins que sur les ProTech 25. Mais en revanche,
eFlight dit avoir travaillé justement sur le rapport poids-puissance de ce drone-là. Donc on a vraiment quelque chose d'assez puissant, je trouve. Effectivement, comme il est assez léger, on a une réactivité au niveau de la remise des gaz et du pilotage qui est vraiment très agréable à piloter. C'est même beaucoup plus plaisant à piloter que l'Avata. L'Avata, il est efficace, mais là, on a quelque chose de beaucoup plus amusant. L'Avata, quand je pousse les gaz à fond, il y a un temps d'inertie et on voit qu'il y a quand même un petit peu de poids à transporter. Alors que sur celui-là, dès qu'on active les gaz, pouf, ça y est, il part. Donc ça, encore une fois, en termes de pilotage, c'est vraiment très plaisant. Au niveau de la connectique, on a 2 ports USB-C. Donc on en a un pour la carte de vol qui se situe à l'arrière. On a des petites protections en plastique. Je ne sais pas si elles vont rester longtemps. Mais voilà, pour le moment, elles sont là. J'espère ne pas les perdre. Le Air Unit, on va le trouver donc sur le côté. On a la prise USB-C pour faire l'activation et éventuellement donc les mises à jour. Juste au-dessus, on va trouver l'emplacement pour insérer la carte SD qui est beaucoup plus facile à placer que dans le DJI Avata, puisque là, on a un emplacement qui est ouvert. On a un petit peu plus de place. En revanche, ce n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'en cas de crash ou en cas de boue, par exemple, eh bien, le Air Unit il va être un petit peu sale et la carte SD également. Donc on a le bouton Bind qui n'est pas facile d'accès, il est vraiment caché entre les aérateurs là. Sur ce Defender, on n'a pas d'antenne extérieure comme on pourrait l'avoir sur un Protect 25. C'est une antenne intégrée au châssis, ce qui fait qu'en cas de crash, eh bien, ça évite de l'abîmer. On a les batteries donc, qui sont protégées avec un système de connectique qui est anti-étincelle, qui permet justement d'éviter les courts-circuits, d'éviter les chocs, d'endommager la batterie. Et c'est assez pratique au niveau de la fixation. Maintenant, c'est sûr que si vous achetez ce drone-là, il faudra acheter également un chargeur LiPo avec donc une sortie XT30, alors qu'avec l'Avata, tout est fourni avec. Sous le drone, on a des trains d'atterrissage qui permettent de le surélever un petit peu, ce qui fait qu'on peut décoller et se poser un petit peu n'importe où. Bon, c'est vrai que les hélices ne touchent pas trop le sol, elles ont un petit peu de marge, donc ça reste exploitable. Même si c'est un drone très léger, on peut le faire décoller de quasiment n'importe où. Alors je ne sais pas si c'est voulu de la part de eFlight de maintenir cette ambiguïté justement sur la similitude entre ces deux drones. Comme on l'a vu, il n'y a pas grand-chose de similaire, encore une fois, à part la caméra et le fait que ce soit un Cinewhoop. Mais là, on est vraiment sur un drone FPV, on le paramètre sur Betaflight. Donc si c'est votre premier drone FPV, il faudra s'initier un petit peu sur le logiciel Betaflight pour paramétrer, ne serait-ce qu'au niveau de la radiocommande, que ce soit du Crossfire, du DJI ou alors du ELRS. Il faudra donc paramétrer ne serait-ce que les boutons, par exemple, les voix, les actions au niveau des boutons que vous souhaitez attribuer sur votre radio. Vous aurez aussi quelques paramètres, mais il est déjà pré-tuné, c'est-à-dire que ce soit au niveau des PID ou même au niveau des paramètres de base, il est prêt à voler. C'est-à-dire que vous le branchez juste sur le Betaflight pour paramétrer votre radiocommande et après il peut voler. Moi je suis en stock, hein, j'ai rien réglé, j'ai affiné un peu mes rates dessus, mais voilà, sinon je n'ai pas changé grand chose dessus. Donc il est prêt à voler, enfin BNF, Bind and Fly, c'est-à-dire que voilà, il faut l'associer et ensuite on peut décoller. C'est quand même beaucoup moins facile que de mettre en route par exemple le DJI Avata. Donc par défaut, il est livré en mode angle, c'est-à-dire en mode stabilisé. Alors stabilisé, c'est pas la même stabilisation que l'Avata encore une fois. C'est juste qu'il va garder son assiette, mais s'il y a du vent, il va quand même dériver, ça va être à vous à piloter. C'est pas la même stabilisation que sur un DJI. Donc on a le mode angle et ensuite on va régler donc le switch sur la radio pour pouvoir passer en mode accro, c'est-à-dire en mode full FPV sans assistance, comme on peut le faire d'ailleurs sur le DJI Avata lorsqu'on est en mode manuel. Donc ça peut être intéressant si vous débutez en FPV de s'initier avec ce petit drone, mais on n'aura pas toutes les assistances comme on a sur le DJI Avata, notamment le bouton pause qui permet de stabiliser le drone et de pouvoir tout lâcher. Là, c'est pas possible. Même si vous rebasculez en mode angle, en mode stabilisé au niveau de l'horizon, au niveau de l'assiette, eh bien, il va dériver quand même, il faudra gérer les gaz. Donc là, il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de bouton magique, c'est à vous à piloter. À partir du moment où vous décollez, il faudra tout le temps le piloter. Il y aura un mode où ce sera un petit peu plus facile, le mode angle, mais le potentiel maximum de ce drone-là, de toute façon, il est en mode manuel, mais ça impliquera quand même du simulateur et de pratiquer quand même pas mal avant de pouvoir être à l'aise, surtout pour passer en mode manuel. Donc on est bien sur un drone FPV, mais encore une fois, eFlight joue un petit peu sur l'ambiguïté par rapport à l'esthétique. Si on regarde sur le site de eFlight, ils vont même jusqu'à indiquer des vitesses maximum verticales qui sont les mêmes que le DJI Avata. Donc là, je pense que c'est plus un mauvais copier-coller, puisqu'on a le mode normal, le mode sport, alors que ce sont des modes qu'on ne trouve pas sur le Defender 25. Encore une fois, c'est un drone FPV, il n'est pas assisté.
Donc on n'a pas de mode sport, on n'a pas de mode normal, comme on peut le trouver sur le DJI Avata. Donc je pense qu'ils ont pris la fiche technique de l'Avata, ils l'ont copié-collé sur leur site pour essayer de se rapprocher lorsqu'ils ont sorti ce drone. Mais en revanche, ils n'ont pas bien relu parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont tirés, selon moi, du site de DJI. D'ailleurs, si on prend la fiche technique, il faut la prendre avec des pincettes, selon moi, parce que la vitesse maximum est annoncée à 100 km/h. Alors peut-être que plein gaz, effectivement, il va vite. Je ne sais pas si vraiment on est à 100 km/h. En revanche, résistance au vent, ils annoncent 80 km/h. Alors que c'est résistance au vent de niveau 5 qui correspond plutôt à 8 ou 10 mètres secondes, donc l'équivalent de 35 km/h environ. Donc voilà, il y a des petites données techniques comme ça qui, selon moi, ne sont pas très précises sur le site de eFlight. C'est normal, enfin c'est normal. Le drone vient de sortir, donc peut-être qu'ils ont mis ça vite fait. Mais en termes de résistance au vent, comme je l'ai précisé tout à l'heure, aux alentours de 35-40 km/h, on pourra voler encore, il n'y a pas de problème, on a de la ressource de vitesse. Mais en termes de précision des plans, on va voir que le drone il va être un petit peu chahuté et que voilà, je ne pense pas que ce soit le milieu idéal avec du vent fort pour voler avec ce drone-là. Il sera plutôt fait pour faire des petits slaloms dans des endroits un peu exigus. D'ailleurs, je me suis bien amusé en forêt. Et c'est vrai qu'avec le Air Unit 3, on voit bien les petites branches, même l'hiver quand il n'y a pas de feuilles. Eh bien, on peut se permettre des petites choses assez agréables avec ce drone-là. Et encore une fois, comme il est petit, léger, j'ai pas trop peur de le faire tomber, j'ai pas trop peur de le casser. Donc on est plutôt en confiance. Et dans le masque, encore une fois, on y voit très très bien. L'association donc Air Unit O3 avec les Goggles 2, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super impressionnant en termes de qualité visuelle. En termes de qualité vidéo, on est sur la même caméra que l'Avata, donc il y aura très peu de différence. Avec les dernières mises à jour, on a récupéré donc des fréquences d'image beaucoup plus larges. On peut filmer en 30, en 50, en 60, en 100, en 120 images par seconde. On a le Dessiné-like 10 bits, donc on a une qualité vidéo très acceptable. Maintenant, d'après mes tests que j'avais faits, on est un petit peu en retrait par rapport à la qualité d'une GoPro, que ce soit la 10 ou la 11. J'ai la GoPro 10 et j'ai la GoPro 11 mini. Et c'est vrai que je préfère la qualité d'image GoPro. Maintenant, je ne vais pas mettre de caméra dessus, même parce que ma GoPro 11 mini, elle sera trop lourde. Et puis, comme je l'ai dit aussi, je ne peux pas la fixer donc, sur les pattes prévues, puisque c'est vraiment prévu pour des petites caméras. Donc pour filmer, je filmerai uniquement avec la caméra du drone. Et c'est l'avantage pour moi de ce concept, c'est d'avoir une qualité d'image relativement satisfaisante avec le Air Unit O3, tout en ayant un drone léger, petit, maniable, fiable et assez puissant d'ailleurs, hein, assez agréable à piloter. Donc voilà, pour moi c'est un bon compromis. Maintenant, si vraiment vous cherchez la qualité vidéo à tout prix, je pense qu'on sera un petit peu en dessous d'une GoPro par exemple. Alors en général, eFlight, ils ont la réputation de faire des drones BNF, donc Buy and Flight, vraiment prêts à voler et bien tunés. Et c'est vrai qu'en termes de réactivité, je trouve le drone très précis. On a une réactivité au niveau des gaz très nette. C'est vraiment agréable à piloter. Alors, je préfère ma Taranis, mais c'est vrai qu'au niveau de l'encombrement, je préfère ma radio commande DJI. Donc, j'aime un peu moins les manches, mais finalement, je m'y suis fait et j'arrive à le piloter assez précisément. Donc, en termes de pilotage, de réglage sortie de boîte, il permet de se faire plaisir rapidement sans avoir à bidouiller dans les réglages Betaflight. On a également le mode tortue qui est déjà pré-réglé, donc il suffit de l'assigner sur un bouton de la radiocommande pour pouvoir le retourner en cas de crash. Alors maintenant, parlons prix de ce Defender 25, et c'est là où ça fait un petit peu mal, parce qu'il est quasiment au même prix que le DJI Avata, puisqu'il est à 500 et quelques dollars sur le site de eFlight. Moi, je l'ai acheté en précommande, il était à moins de 500 dollars, mais j'ai eu les frais de douane, donc il faut compter les frais de port plus les frais de douane, donc c'est 20% en plus minimum. Donc lorsque vous le recevez, il vous revient à près de 600 € quasiment en version nue, ce qui est à peu près la même chose que le DJI Avata, sauf que l'Avata, vous avez le chargeur qui est intégré, voilà, vous avez quelque chose qui est prêt à voler. Là, si vous achetez le drone seul, si vous avez déjà la radiocommande ou un masque, ou si vous l'achetez séparément, eh bien, il faudra quand même rajouter le coût des batteries. Alors, les batteries, l'avantage, c'est qu'elles coûtent une vingtaine d'euros, donc c'est moins cher que les batteries DJI, puisque ce ne sont pas des batteries intelligentes. Encore une fois, ce sont des LiPo standards qui ont juste une coque de protection autour, donc elles sont moins chères que les batteries de DJI. Donc si on prend en compte le drone seul, eh bien je trouve que ça fait cher, parce que sur le DJI Avata, si on compare, on a donc le GPS, donc des modes de vol assistés automatisés, on a des capteurs optiques, on a une orientation de la caméra possible via la radiocommande. Voilà, on a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont beaucoup plus évoluées, on va dire,
que ce drone-là, puisque encore une fois, hein, ce drone-là, c'est une frame, une carte de vol, un Air Unit 3 qu'on a mis dessus, et puis voilà, hein, pas beaucoup plus. Personnellement, moi j'aime beaucoup le concept. Ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est un drone de moins de 250 grammes avec donc un Air Unit 3. Il y a certainement d'autres fabricants qui vont proposer des choses similaires, mais là c'est vrai qu'on bénéficie de l'expérience de eFlight en termes de tune, en termes de réglage en vol, en termes de châssis. Donc pour moi c'était un gage de confiance. Je ne suis pas déçu, c'est un drone qui répond à mes attentes et franchement encore une fois hein, que j'apprécie vraiment en termes de pilotage. Je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à le piloter que le DJI Avata parce qu'il est plus léger, plus vif, plus nerveux. Maintenant c'est vrai que son point faible c'est vraiment l'autonomie. C'est assez frustrant quand on connaît des vols de 12-15 minutes parfois avec un Avata. Eh bien là, on est plutôt sur 4 minutes en moyenne avec les petites batteries sur ce drone-là et encore sans trop se faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment frustrant. Donc là, je dirais que c'est plaisir. Là, c'est plutôt sécurité. Avec l'Avatar, on va avoir des modes automatisés, le retour à la maison, la touche pause, etc. Donc si vous souhaitez vous initier ou progresser en FPV, avec l'Avatar, ce sera beaucoup plus sécurite. Avec celui-là, ce sera comme un drone FPV standard, entre guillemets. Donc maintenant, c'est deux états d'esprit un petit peu différents. Donc maintenant, je vous laisse faire votre choix. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!